Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à ceux qui sont présents dans cette salle et ceux qui nous regardent depuis le bar, parce que, bon, effectivement, vous êtes nombreux et nombreuses et c'est tout à fait agréable pour nous. Une ou deux petites précisions techniques. La plupart des pièces d'Éric Emmanuel sont à votre disposition ici, par le biais de la librairie Albin Michel, qui est aussi son éditeur. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir les textes en question, que tu te feras un plaisir de dédicacer, comme tu fais toujours. Et ceci, donc, juste après notre conversation, à l'issue de quoi, comme toujours, nous prendrons le verre de l'amitié à l'étage au-dessus. Vous voyez, je ne suis pas venu tout seul. Voilà. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est la partie émergée de l'iceberg dramatique Éric Emmanuel Schmitt. Il en manque 3. Et j'ai pris le parti, compte tenu du temps qui nous est précisément imparti, j'ai pris le parti d'en choisir 9 de tes œuvres. Et comme je te le disais à l'instant, j'ai tout simplement choisi celle que je préfère. J'espère que ce sera un goût que vous partagerez. J'espère ne pas te scandaliser. Je ne le crois pas, parce que ce sont des textes d'un très grand intérêt. Pour mémoire, l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est bien entendu une œuvre dramatique. C'est ce par quoi d'ailleurs tu t'es fait connaître en 1991, dans un spectacle dont on va parler tout de suite et dont on a le grand bonheur d'accueillir le metteur en scène, Jean-Luc Tardieu, qui est ici présent. Ah, Jean-Luc est là. Eh bien, oui. Mais ton œuvre aujourd'hui est très largement connue à travers d'autres genres que le seul théâtre, puisque que ce soit comme romancier, bien sûr, comme essayiste, on peut dire cela, et qu'il s'agisse de la spiritualité ou qu'il s'agisse de la musique, mais aussi égyptien comme nouvelliste, puisque c'est une discipline ou un genre littéraire qui, en langue française, n'a pas le relief, la notoriété, l'importance que ce genre, la nouvelle, revêt en langue, en particulier anglaise, mais pas seulement, en langue russe aussi. Bon, tu as écrit un bon nombre de recueils de nouvelles, et certains tout récemment, et qui, à mon avis, sur le plan de la prose, sont parmi tes plus grandes réussites. Bref, on a affaire à quelqu'un qui est quelqu'un dont l'œuvre est extrêmement abondante, multiple dans ses genres, mais ce soir nous sommes à la Société des auteurs, je n'apprends rien à personne, et nous allons nous concentrer sur ton travail théâtral. Et pour ce faire, je relevais dans un recueil d'entretiens que tu as donné à Catherine Lalanne et qui est paru l'année dernière, la chose suivante, et que j'aimerais bien d'ailleurs que, puisqu'après tout il s'agit de toi et que c'est toi qui réponds à Catherine, est-ce que tu nous lirais ce très bref passage d'un ouvrage qui s'appelle « Plus tard je serai un enfant », paru chez Bayard Éditions, et qui est une sorte de récit autobiographique à 2 voix ou à 4 mains. Je t'avais pas vu, pardon. Et voici ce que tu racontes à propos précisément du théâtre, et du seul théâtre. Bon, c'est bien, je commence en me citant. Je ne parle pas encore à la 3e personne, ben, donc ça viendra. Ça vient. Donc, ah oui, je donne le contexte peut-être. Oui, c'est-à-dire que je raconte la première fois. On sait qu'on a vécu une première fois, jamais la première fois, mais toujours après. Ce sont les fois suivantes qui font apparaître la première fois comme la première fois. Et moi, comme dans ma vie, il y a eu beaucoup de théâtre, la première fois au théâtre m'apparaît maintenant clairement avec le temps comme l'illumination totale. C'était Cyrano de Bergerac, j'avais 11 ans, et c'était au Théâtre des Célestins. Jean Marais jouait Cyrano de Bergerac. Et donc, voilà, j'ai vécu un éblouissement total. Et donc, en sortant, ma mère nous attendait dans le hall. Nous attendait, ma sœur et moi. Parce que ma mère s'était sacrifiée, elle était amoureuse de Jean Marais, bien sûr, mais elle avait pu avoir que 2 places et elle les avait données à ma sœur aînée et à moi. Ma mère nous attendait dans le hall et s'attendrit devant nos mines bouleversées. Elle s'agenouilla pour me serrer dans ses bras. « Alors, ça t'a plu ?»« Oui, beaucoup. Je veux faire ça plus tard. »« Quoi, ça ?»« Faire pleurer tout le monde. »« Tu veux faire acteur, comme Jean Marais ?»
Elle me rappelait que son idole, le comédien Jean Marais, venait d'interpréter Cyrano. Je remuais négativement la tête, me tournais vers l'affiche, la déchiffrais et précisais « Je veux faire Edmond Rostand ». Voilà. Un programme de vie. Oui, finalement, c'est pas si banal que de commencer d'écrire et de publier du théâtre. Quand on a ton âge à ce moment-là, on écrit de la poésie, on écrit son journal intime, on essaie peut-être... Je le faisais aussi, hein. Je le faisais aussi, mais j'avais suffisamment de jugement pour voir que c'était catastrophique. Oui. Mais tu racontes d'ailleurs dans ce livre que tu écrivais déjà beaucoup de scènes ou de scénettes pour des marionnettes, pour des jouets. Oui. Tu fabriquais des décors. Enfin, c'est quelque chose qui t'a habité très vite finalement. Très vite, oui. Je crois qu'à 11 ans, j'ai fait déjà une adaptation des Lettres de Montmoulin pour le collège. Donc on était en 6e. Et puis surtout, j'ai écrit ma première pièce au lycée. Lorsque j'avais 16 ans, c'était Grégoire ou Pourquoi les petits pois sont-ils verts, avec toujours le sens des questions essentielles qui fondent une existence. Et j'étais à l'époque très inspiré d'un auteur que j'adore et qui est encore parmi nous, c'est René de Obaldien. J'adore René. Nous l'avons accueilli ici même il y a exactement un an. Il fallait. Voilà, j'étais inspiré aussi par le théâtre de l'absurde, la découverte de Ionesco, etc. Et donc voilà, j'ai écrit cette première pièce, Grégoire ou Pourquoi les petits pois sont-ils verts. La question pourquoi les petits pois sont-ils verts, c'était comment fait-on les enfants. Donc déjà, c'était une transposition, quoi. Oui, et puis je faisais des pastiches. Je pastichais beaucoup. J'ai toujours eu la facilité de faire des pastiches. Donc, pour les anniversaires, pour les fêtes ou n'importe quoi, je faisais des textes dans le style de... Alors, voilà, je faisais du faux Chateaubriand, du faux Marguerite Duras, du faux Sartre, du faux Courteline, du faux Guitry. C'est comme si j'avais le logiciel, je le mets et j'écris à la manière de... ce qui d'ailleurs m'inquiétait beaucoup. Parce que je me disais, bon, je peux imiter la voix des autres, mais quelle est la mienne ? Et ces espèces de facilité, parfois, ça peut faire peur. Et c'est un peu là ce que disait Cocteau. À force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. Donc je me disais, où suis-je dans ces multiples voix ? Quelle est la mienne ? Y en a-t-il eu seulement une à moi ? J'en étais pas sûr du tout. Et de même que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Et j'ai progressivement découvert ma façon d'écrire, qui n'était pas du tout celle que je souhaitais avoir. Moi, j'étais persuadé, parce que j'admirais plus que tout Claudel. Partage de midi, pour moi, est sans doute ma pièce préférée. Et je pensais qu'après avoir voulu faire Edmond Rostand, à 20 ans, je voulais faire Claudel. Et puis j'ai une amie extraordinaire qui m'a dit un jour, en lisant mes premiers essais, elle m'a dit « Tu voudrais être Claudel, mais si tu étais Sacha Guitry ». Et c'était une phrase totalement qui m'a libéré, parce que ça voulait dire « Deviens ce que tu es ». Sois l'écrivain que tu es et non pas l'écrivain que tu rêverais d'être ou l'écrivain que tu admires. Pars à la recherche de toi-même. Et c'est vrai que alors que j'ai écrit très tôt, je suis parti à la recherche de moi-même pendant des années. D'ailleurs, tu as écrit une pièce qui s'appelle The Guitrys et tu viens de nous apprendre que nous ne lirons jamais The Claudels. Non. Eh bien, tant pis. Je ne suis pas sûr d'ailleurs non plus qu'on publie jamais tes premières tentatives. Après tout, cette pièce dont tu viens de nous faire part, là, n'est pas publiée. Non. Faut que je brûle ça avant ma mort, mais en même temps... Rien de presse. Hein. Ben voilà, c'est-à-dire par superstition, je me dis je ferai ça plus tard. On se rend pas compte. Alors, ton premier travail publié, c'est justement une pièce de théâtre. C'est La Nuit de Valognes, ici même, qui est d'ailleurs disponible au premier étage, je crois. Et La Nuit de Valognes a été créée à Nantes, à l'espace 44, en septembre 91, mise en scène par Jean-Luc Tardieu, et la pièce a été reprise presque très peu de temps. Dans la foulée, oui. Au mois d'octobre de la même année 91. Alors, à la Comédie des Champs-Élysées. Absolument. Et il est agréable de rappeler que ce spectacle, qui était éclairé par Jacques Rouvérolis, avec qui je travaille toujours. Voilà. Et qui il m'éclaire depuis... Oui, puis il a travaillé pour toi et... c'est Jean-Luc Tardieu qui était le premier à me mettre en scène, le premier à y croire.
et qui est lui-même responsable du fait que Jean-Luc est responsable du fait que Rouvérolis, qui n'avait fait que des lumières de music-hall, est devenu un homme qui fait les lumières du théâtre. C'est Jean-Luc qui avait senti aussi ce talent-là. Oui. Il n'est pas désagréable de rappeler la distribution. Mathieu Carrière, Micheline Prel, Florence Darel, Daniel Lebrun, Delphine Rich, Nathalie Juvet et André Gilles. Hein, bon. Et si je rappelle tout ça, c'est que il faut quand même que tu nous donnes le sujet, puisque c'est de Don Juan il va s'agir dans La Nuit de Valogne. On va en lire un extrait, mais un Don Juan qui est assez différent dramaturgiquement de la thématique aussi ancienne que le théâtre européen, parce que c'est vraiment un mythe fondateur, que celui de Don Juan qu'ont traité des Espagnols, des Italiens, des Français, des Autrichiens et d'autres encore. Toi, tu as convoqué Don Juan à une sorte de tribunal féminin. Oui. Les victimes de Don Juan, les femmes victimes de Don Juan, de plusieurs âges, de plusieurs milieux, lui tendent un traquenard et le convoquent à un procès, le coince pour lui faire son procès, le procès de Don Juan. Et en plus, en fait, c'est un procès fictif parce qu'elles ont déjà décidé de l'issue du procès et de la condamnation. Il doit épouser sa dernière conquête. Et, surprise générale, Don Juan accepte. Ça, je ne sais pas ce qui se passe. Non. Pourtant, je ne bouge pas, je suis comme à la Stasi, mais... Il faut le baisser. Je vais le mettre plus loin peut-être déjà. Oui. Et donc, Don Juan accepte, ce qui évidemment ne satisfait pas du tout les victimes qui pourtant désirent cela, puisque au fond, l'obéissance de Don Juan, la fidélité de Don Juan, l'acceptation du mariage par Don Juan, elles veulent le punir avec ça, mais elles ne veulent pas qu'il accepte. Donc, et à partir de là, on part dans l'enquête pour savoir pourquoi il est comme ça, pourquoi il est devenu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il va donc être amené à témoigner et à répondre à un interrogatoire mené par les comédiennes que j'ai citées. Et en particulier, j'ai choisi ce passage où son interlocutrice s'appelle Mademoiselle de la Tringle, qui était interprétée par Delphine Rich. C'est une femme qui écrit des romans d'amour, comme son nom l'indique. Enfin, non, c'est une précieuse. Vous, je vous reconnais. Impossible, c'est impossible. De toute façon, vous avez tout oublié. Vous l'avez dit vous-même. Vous en avez tellement eu de femmes. Comment pourriez-vous vous souvenir de celle-ci plutôt que de celle-là? Personne ne se souvient de mon malheur. Il n'est qu'à moi. Le passé a été rendu au néant. C'était une source d'eau claire, à l'ombre claire des bosquets. Il y avait là une jeune fille qui chantait, entourée de jeunes garçons du voisinage. Ils étaient attirés par elle, comme les cigognes le sont par les pays chauds. Mais elle ne les voyait pas. Elle attendait son prince avec une foi d'enfant, ainsi qu'on le voit dans les livres dont, déjà, elle abusait. Et pourtant, 2 ou 3 de ces garçons-là, à ses pieds, auraient volontiers donné leur vie pour l'amour de la belle, mais ils étaient trop prosaïques. Rendez-vous compte, un nez avec des narines, des mains avec des doigts, des jambes avec des pieds. Il mangeait, il dormait, la nuit, il transpirait parfois. Ah, les drôles d'hommes, doit-on le dire? Je la vis, elle me plut. Il y avait là une âme d'élite, dans un des plus jolis corps qui soit, une proie inespérée. 1000 fois j'ai craint de la froisser, de la voir s'envoler, son âme était fragile, comme l'aile d'un papillon. Ce n'est pas vrai, Don Juan, je ne suis pas celle-là. Qui le croirait? Regardez-moi. Et je peux être la plus belle, la plus jolie, et je peux être gracieuse, moi qui me cogne à tous les meubles. C'est vous, mademoiselle de la Tringle. Écririez-vous des romans aussi stupides si vous n'aviez pas été cette jeune fille-là? Mes romans ne sont pas stupides. Ils sont stupides, mademoiselle de la Tringle, et prétentieux. Je n'en ai personnellement jamais lu, mais quand je vois les personnes qui les aiment, je sais qu'ils sont mauvais. Je vous hais. Je me couvrais de toutes les mines de l'amant parfait. J'acceptais les foulards, les fleurs, les rubans en place des baisers que je vous demandais. Patience, mon cœur, patience. C'était un siège. Et lorsque vous alliez crier famine, je portais l'assaut, je demandais votre main. Naturellement, je l'obtins. Mais ce n'était pas encore ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que vous, la vertueuse, l'éthérée, la petite fille, l'assommante précieuse,
vous me donniez votre corps avant le mariage. Et je lus. Alors vous aussi, vous vous en souvenez, ô Don Juan. Vous vous rappelez tout. Revoyez-vous mon petit chien Cabon, la pauvre bête au pied de notre lit, qui avait... Non, pas du tout. Mais si, il avait... N'insistez pas, sinon vous allez découvrir la vérité. Quelle vérité? Que dites-vous? Allons, allons, vous allez être malheureuse. Quelle vérité? Que dites-vous? Que je viens d'inventer cette fable à partir de votre physionomie, de vos lunettes et de vos airs revêches, que je n'ai aucun souvenir de vous. Mais je devine les âmes d'après les figures. Aurais-je touché juste, par hasard? Vous êtes ignoble. Merci. C'est le ton de la pièce. Hein. J'ai choisi ça parce que je pense qu'on est dans ça, c'est-à-dire qu'il reste le provocateur que la postérité lui a attribué de manière définitive. Et puis tu nous égares, parce qu'à certains moments, on pense effectivement qu'il va émettre quelques regrets, quelques souvenirs réellement émus. Pas vraiment. Pas vraiment. Et puis, mais en même temps, ce à quoi on va assister, c'est à l'humanisation de Don Juan. C'est-à-dire l'amour va le surprendre, c'est la surprise amoureuse. Et l'amour va le surprendre sous une forme qu'il n'attendait pas. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a toujours pensé que l'amour était au bout du désir. Donc il désire les femmes et il s'attend à ce qu'une femme le retienne et le fasse entrer dans la dimension amoureuse. Et en fait, il va rencontrer l'amour sous une forme qu'il ne désire pas, c'est-à-dire un homme. Et donc c'est la surprise de Don Juan, amoureux d'un jeune homme. Voilà. Comment ça a été accueilli? Bien. Ça n'a pas été un triomphe, ça n'a pas été un échec non plus, ça a été ce qu'on appelle un succès d'estime. Très bien accueilli par la critique, à part un ou deux. Et partout aussi, j'ai bien compris. Ah bah les mêmes depuis 25 ans, hein, oui. De toute façon. Oui, j'ai cru comprendre. La haine est plus fidèle que l'amour, on peut compter dessus. Donc je sais qu'il y en a, ils seront toujours au rendez-vous. Non, ça a été très bien accueilli. J'étais même très étonné parce que je me souviens, par exemple, à Nantes, puisqu'après j'ai revu ces journalistes des années après, les deux journalistes avaient écrit « Retenez le nom de cet auteur, Éric Emmanuel Schmitt, parce que bientôt son nom sera inscrit sur les théâtres du monde entier. » Et donc il y avait vraiment, j'avais été reçu par une grande partie du métier. Encore plus, bien sûr, après avec la deuxième pièce, Le Visiteur. Mais vraiment, on m'a ouvert les bras. J'ai eu aucun problème de reconnaissance. Je ne sais pas si on m'entend. Si. J'ai eu aucun problème de reconnaissance. La preuve, c'est que j'ai eu des ennemis tout de suite. La coda, oui. Effectivement imprévisible, et neuve par rapport à l'énorme biographie Don Juanesque. Oui, mais... tu n'étais pas le premier, plutôt. On avait déjà supposé, subodoré, imaginé l'homosexualité de Don Juan. C'est quelque chose qui est presque consubstantiel à sa personne. Ça n'est pas la doxa majoritaire, mais elle existe. Toi, tu en fais, sinon l'argument, mais en tout cas l'explicitation de l'insatisfaction chronique de cet homme-là. Bon. Comment est-ce raconte-nous ça. Oui et non. C'est-à-dire à la fois je dis ça et je dis autre chose qui transparaît dans beaucoup de mes écrits. C'est-à-dire que parfois l'amour et que l'amour et le sexe, bien évidemment, ne sont pas la même chose. Et que parfois même, nous sommes beaucoup plus doués pour aimer en dehors de la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre nous... ont des histoires érotico-amoureuses qui durent le temps qu'elles durent et qui ceci, qui cela. Et alors que par contre, nous allons être des pères formidables ou des mères formidables ou des frères, des sœurs ou des fils ou des filles. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on s'est aimé. Là, on s'est aimé parce qu'il n'y a pas le sexe.
Donc, c'est une chose sur laquelle je reviens tout le temps. Non pas que je sois contre le sexe, pas du tout, ou alors tout contre, comme Guitry. Moi, cette espèce d'évidence selon laquelle qu'au bout du désir, il y aurait l'amour, ça me paraît absolument pas évident. Au bout du désir, il n'y a parfois que le désir. Au bout du désir, il n'y a parfois que le plaisir. Et puis, l'extinction de ce plaisir et l'extinction du désir. L'amour, c'est dans une autre temporalité. Donc, voilà, c'est ce que déjà j'ai exprimé avec cette première pièce. À la fois ce que tu dis, et puis ça. Le Visiteur a été créé au Petit Théâtre de Paris en septembre 1993, dans une mise en scène de Gérard Vergès et des éclairages de Franck Stévenon. L'interprétait Maurice Garrel, dans le rôle du Dr Freud, un inconnu, un visiteur, le merveilleux Thierry Fortineau, ouais. Josiane Stoléru et le très étonnant Joël Barbout dans le rôle du nazi. Ça, on va venir au texte bien sûr, mais ça pour le coup, c'est ce qui te révèle, si je puis dire, de façon quasi définitive. Parce que ça a été un succès gigantesque. Si ça pouvait exister, la révélation quasi définitive, je prends. Non, je veux dire par là qu'à partir de ce moment-là, tu t'es inscrit parmi les auteurs de théâtre contemporain qui comptent, si on peut dire, et dont les travaux ultérieurs, qu'ils soient d'ailleurs du domaine du théâtre ou de ce que j'ai évoqué, allaient être attendus. Et dans certains cas, devenir vraiment des succès, y compris sur le plan international. On y reviendra tout à l'heure, parce que ça ne va pas de soi sur le théâtre. Raconte-nous ça, parce que Le Visiteur, c'est très simple, hein, l'histoire, ou plutôt l'intrigue, ou l'enjeu est tout à fait simple. Nous sommes effectivement dans le cabinet du Dr Freud, qui vit avec sa fille Anna, à une époque funeste pour l'Autriche-Hongrie, qui d'ailleurs n'existe plus à ce moment-là. Oui, on est en 1938. Voilà, c'est le moment de l'Anschluss. L'Autriche va devenir un land de l'Allemagne nazie, et le Dr Freud va devoir quitter sa ville natale pour l'Angleterre, où il disparaîtra peu après d'ailleurs. Bon. Mais il y a un personnage qui est inconnu, qui n'est pas défini, etc., qui va intervenir et entretenir avec lui une longue conversation, et c'est cette conversation qui est l'objet de la pièce, et qui va alors pour le coup terriblement impressionner. Je m'en souviens parce que j'y étais, comme bon nombre d'entre vous, j'en suis certain. Je veux dire ceux que les moins de 20 ans, etc. Bon. Raconte-nous ça, parce que alors, là on change complètement d'inspiration, à ceci près quand même que si Don Juan était un mythe, le Dr Freud et la psychanalyse en sont un aussi. Exactement. En fait, là où est la continuité, c'est de travailler sur des mythes. Parce que, en fait, moi, j'ai une formation extrêmement classique, au sens où, voilà, je suis rentré à Normal Sup à l'âge de 20 ans, école normale supérieure de la rue d'Ulm, et puis en latin, j'étais spécialiste de latin, de grec, de français. Après, j'ai fait des études de philosophie. Mais donc, pour moi, ça me semble tout à fait normal qu'une pièce de théâtre soit la reprise d'un mythe. Parce que j'ai une culture, au fond, helléniste, grecque, je dirais presque au départ. Donc, finalement, dans cette suite-là, mais je prends un mythe éternel et un mythe contemporain. C'est-à-dire Freud comme l'athée magnifique du XXe siècle, et évidemment Dieu comme le personnage sur lequel on s'interroge le plus depuis que l'homme existe. Donc, j'écris ce... En fait, Le Visiteur, c'est une comédie philosophique. C'est une comédie philosophique où tout le long de la pièce, on va se demander qui est ce visiteur, c'est-à-dire est-ce que c'est un fou qui s'est échappé de l'asile et qu'on cherche au 18 de la Bergasse, c'est-à-dire dans l'immeuble de Freud, ou est-ce que c'est ce qu'on croit à certains moments, est-ce que c'est Dieu lui-même qui serait venu s'allonger sur le divan de Freud, ou est-ce que c'est un rêve que fait Freud, puisque aussi le départ de sa fille et l'arrivée de sa fille délimite cet espace. Ça peut être très bien un moment où il s'est endormi. Je fais en sorte que ce soit vous, spectateurs, qui répondiez à la question, parce qu'à la question de Dieu, il n'y a que des réponses personnelles, il n'y a que des réponses intimes. Par contre, la question de Dieu, elle est universelle. On la partage tous. On partage tous les mêmes questions, on se différencie par les réponses, parfois même on s'oppose par les réponses. Moi, c'est mes réflexes de philosophe, toujours remonter à la question. Et c'est incroyable le succès qu'a rencontré cette pièce, parce que c'est totalement atypique par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on fait d'habitude. Bon, alors,
toujours, j'ai comme excuse que je suis aussi agrégé et docteur en philosophie, donc c'était mon quotidien, mais j'en ai fait une pièce, voilà. C'est ce qu'on appelle en philosophie une théodicée, c'est-à-dire théos, ça veut dire Dieu, dikē, c'est le procès, c'est un procès de Dieu. Voilà. Est-ce que Dieu existe dans un monde où il y a autant de mal ? Et Freud me paraissait le personnage clé de cette interrogation parce que c'est un des seuls athées originaux du XXe siècle. Les autres ne font que répéter ce que les arguments de Marx, de Feuerbach, etc., ou du XVIIIe siècle. C'est un athée original parce que la psychanalyse lui permet de construire une image de Dieu comme le père terrestre qu'on a perdu et qui est mort et qu'on met dans le ciel. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était... Parce qu'on a déjà vu pas des pièces peut-être, mais en tout cas des textes où on voit un athée qui doute, un croyant qui doute. Moi, j'ai inversé, j'ai mis un athée qui doute. Ça me semblait plus intéressant et plus paradoxal. En fait, j'ai eu l'idée un soir en regardant le journal de 20 heures. Et puis, vous savez, il y a des jours où on écoute les informations, on les reçoit avec son intellect. Puis il y a des jours où on les reçoit avec vraiment aussi son cœur et tous ses affects. Et ce jour-là, je regardais le journal télévisé et très sincèrement, je pleurais parce que j'étais effondré de ce que j'apprenais, de la mesquinerie, de la laideur, de la violence, de l'injustice du monde. Et donc, je finis le journal de 20 heures comme ça, dans un état épouvantable. Et je me dis, Dieu, quand il regarde le journal de 20 heures, doit déprimer. Et puis tout de suite, me dit, et si Dieu fait une dépression, qui peut-il aller voir ? Et tout de suite, je vois Dieu allongé sur le divan de Freud. À partir de là, d'abord, je me mets à rire, ça allait mieux. Et ensuite, je me dis, mais c'est formidable, parce que aucun des deux, Freud ou Dieu, ne croit en l'autre. Je veux dire, Freud ne croit pas en Dieu, et Dieu ne peut pas croire en Freud, ou en tout cas, Freud ne peut rien pour lui, puisque la psychanalyse suppose qu'on a un inconscient, qu'on est dans un triangle parental, etc., qu'on a des pulsions sexuelles. Moi, je ne suis pas au courant des pulsions sexuelles de Dieu, etc., etc. Et je me dis, finalement, ces personnages, ne croyant pas l'un à l'autre, et n'étant d'accord sur rien, ils ont forcément des milliers de choses à se dire. Et c'est comme ça que la pièce est arrivée. Question technique, pour celle-ci en particulier. Tu l'écris d'un jet, tu la fais lire, tu la proclames, tu la lis à quelqu'un, tu y reviens. Comment ça se passe matériellement, l'écriture de cette pièce-là qui est vraiment décisive dans la suite de ton activité d'écrivain ? Je réfléchis toujours, avant d'écrire, je réfléchis à la structure organique, la structure dramatique. Mais je dis organique parce que c'est la même chose pour les nouvelles, c'est la même chose pour un roman. Je veux dire, vous savez, il y avait un très joli mot au 19e siècle, on parlait des carcassiers. Hein. Par exemple, Dumas utilisait des nègres, mais il était toujours le carcassier. Et c'était Alexandre Dumas, c'était un excellent carcassier. Et donc, moi, j'ai toujours ce grand souci de construire la carcasse, c'est-à-dire d'avoir un organisme vivant qui a un début, un milieu, une fin, qui tient tout seul debout. Et tant que j'ai pas ça, je n'écris pas. Donc, ça veut dire que je n'écris que quand je sais le début et la fin et quand j'ai rendez-vous avec des grands moments. Après, ayant tout ça, j'essaye de me surprendre au moment de la rédaction. Mais voilà, cette carcasse se fait sans notes, sans rien, etc. Je fais vraiment confiance à mon cerveau en me disant que si j'oublie quelque chose, c'est que ça doit être oublié. Et si je le retiens, ça doit être retenu. Et dans cette confiance-là, je construis l'organisme vivant. Et après, rédiger, pour moi, c'est à la fois une jubilation et une formalité. Parce que c'est déjà construit. Est-ce que tu lis les répliques à haute voix à quelqu'un ou oui. pas, ou à toi-même ? À force, à moi-même. Non pas que ma vie soit devenue solitaire, mais j'anticipe. Mais oui, quand je suis jeune, je réunis tous les amis, on fait des lectures. Oui, j'ai besoin d'entendre. Et de toute façon, on apprend toujours quand on fait des lectures avec les comédiens. On apprend surtout à moins écrire.
donc à mieux écrire pour le théâtre, c'est-à-dire à moins compter sur les phrases et les mots et à plus compter sur les situations, les silences et l'épaisseur charnelle des comédiens. Je crois que plus on avance dans l'écriture dramatique, moins on écrit je comprends ce que tu dis. de texte. On est dans le cabinet du docteur Freud, et sois gentil de nous lire ce passage que j'ai mis entre traits de crayon, en haut de la page de droite et un peu après derrière. Donc c'est l'inconnu qui s'approche de la fenêtre pour... Oui, parce qu'il est arrivé par la fenêtre et il va repartir par la fenêtre. Je pars, Freud. Ouais. Oui, Je vrai. comprends pas. Moi Comme non ça Oui, ou le baisser un tout petit peu pour pas que votre... Voilà. Pour que Je- votre souffle ne rentre pas directement dedans. Merci. Non mais merci, vraiment. Parce que c'est insupportable. L'inconnu. Je pars, Freud. Je n'ai ni père, ni mère, ni sexe, ni inconscient. Vous ne pouviez rien pour moi, mais vous avez été une oreille. Merci. Freud, vous me quittez. L'inconnu. Je ne t'ai jamais quitté. Freud. Je ne vous reverrai plus. L'inconnu. Autant que vous le voudrez, mais pas avec les yeux. Freud, comment ? L'inconnu lui pose le doigt sur le cœur. J'étais là, Freud. J'ai toujours été là, caché. Et tu ne m'as jamais trouvé, et tu ne m'as jamais perdu. Et lorsque je t'entendais dire que tu ne croyais pas en Dieu, j'avais l'impression d'entendre un rossignol qui se plaignait. J'avais l'impression d'entendre un rossignol qui se plaignait de ne pas savoir la musique. Il lui tend le laissez-passer et le stylo. Docteur Freud, vous allez partir. Emmenez le plus de gens possible avec vous, sauvez-les. Freud signe enfin l'Ausweis. L'inconnu semble soulagé d'avoir obtenu cela. Il se retourne, reprend son élégant manteau de soirée et se dirige vers la fenêtre. Bonsoir. Freud. Mais je ne sais toujours pas. Restez. L'inconnu paisible. J'ai dit bonsoir, Freud. Freud va se mettre au travers de la fenêtre pour l'empêcher de passer. Pas question. L'inconnu. Quelle faiblesse, Freud. Freud. Vous ne sortirez pas par la fenêtre comme un être humain, comme un escroc. Vous disparaîtrez là, sous mes yeux. L'inconnu. Le doute. Toujours le doute. Il s'approche de la fenêtre et, en regardant Freud fixement, obtient que celui-ci s'efface, comme mu par un pouvoir invisible. Bonsoir. Freud récupère ses esprits et prend subitement le revolver qu'il avait laissé sur la table et, le tenant à bout de bras, met l'homme en joue. « Je vais tirer !» L'inconnu avec un sourire. « Ah oui ? Je vais tirer !»« Bien sûr. Mais si j'étais ce fou qui s'échappa ce soir, ce Walter Oberzeit, ou bien cet homme qui poursuit chaque après-midi Anna de ses assiduités, vous feriez un cadavre, une balle, un mort. Pensez, docteur Freud, perdre la foi et la liberté en même instant, et puis finir dans une prison pour meurtre. Le pari en vaut-il la peine ? Freud, j'ai confiance, vous ne tomberez pas. L'inconnu. Eh bien, restez-en là. La foi doit se nourrir de foi, non de preuves. Freud, les mains vacillantes. Pourquoi vous vous moquez ? Tu serais le diable, tu ne ferais pas autrement. L'inconnu. Un Dieu qui se manifesterait clairement comme Dieu ne serait pas Dieu, mais seulement le roi du monde. Je m'enveloppe d'obscur. J'ai besoin du secret. Sinon, que vous resterez-il à décider ? Mettant le canon de larmes sur son cœur. Je suis un mystère, Freud, pas une énigme. Freud, je ne suis pas converti. L'inconnu. Mais toi seul peux te convertir, tu es libre. C'est toujours l'homme qui fait parler les voix. Freud, je n'ai rien gagné. L'inconnu. Jusqu'à ce soir, tu pensais que la vie était absurde. Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse. Freud. Aide-moi. L'inconnu. Au revoir, Freud. Il disparaît. Freud s'approche de la fenêtre, tire et se retourne vers le public en disant « Raté ». C'était fichtrement bien mis en scène, d'ailleurs. Oui, Gérard Vergès. Ah oui, c'était assez formidable.
On change d'univers, en tout cas largement, avec Variation énigmatique, qui est le titre d'une composition d'Elgar d'ailleurs. Enigma Variation. Voilà, créé à Marigny en septembre 96 et mis en scène par Bernard Murat avec, chacun s'en souvient, Alain Delon dans le rôle d'Abel Snarko, un écrivain retiré, misogyne, misanthrope, désagréable, agressif et tout, qui reçoit la visite d'un journaliste plutôt bienveillant, qui n'a pas a priori une sympathie immense d'ailleurs pour la personne qu'il va rencontrer, qui s'appelle Eric Larsen, et c'était Huster, bien sûr, tout le monde s'en souvient, qui jouait le rôle. C'est donc une conversation à deux, et je voudrais vous en lire, si vous le permettez, juste la fin. Vous aurez compris que la relation entre les deux débute vraiment très mal, hein. L'antipathie est réciproque, c'est un exercice obligé. Bah oui, voilà, il faut aller questionner les grands écrivains sur le retour ou menacés par une disparition prompte, qui se sont coupés du monde. Toute ressemblance avec ce soir. Voilà. Ce qui est d'ailleurs, ça me fait penser que c'est pas sans ressemblance avec le premier livre d'un autre écrivain majeur de la maison Albin Michel qui s'appelle Amélie Nothomb, qui est belge comme toi, oui. Puisque le premier livre d'Amélie, Hygiène de l'assassin, oui, c'était l'histoire d'un entretien entre précisément un écrivain retiré et inaccessible et une visiteuse. Moi, je crois que mon écrivain, j'ai été encore allé plus loin qu'Amélie, je l'avais fait prix Nobel, tant qu'à faire. Ça se termine de la façon suivante. Éric Larsen, donc Huster, parlant à Alain Delon. Au début, je ne t'aimais pas, Abel Snorko. Tu n'es que suffisance, arrogance, prétention. Tu as passé plus de temps à prendre la pose du génie qu'à en manifester vraiment. Je n'écrivais que pour faire vivre Hélène, et puis j'ai découvert tout sous tes défauts une seule lumière, une petite flamme de bougie vacillante, émouvante, attendrissante, terrible, la peur. Tu n'es que peur, Abel Snorko, peur de la vie que tu as fui, peur de l'amour que tu as évité, peur des femmes que tu n'as fait que baiser. Tu t'es réfugié dans tes livres et sur cette île. C'est pour ceci que tu es devenu grand et que chaque lecteur se retrouve en toi. Tu as plus peur que tout le monde. Tout est excessif en toi, la colère et l'amour, l'égoïsme et la tendresse, la sottise et l'intelligence. Tout est saillant, abrupt, coupant. On s'y promène comme en une forêt sauvage, on s'y égare, on s'y perd, c'est vivant. Vivant. J'ai besoin de vous. Snorko. Dehors. On entend la corne de brume du bac qui appelle. Éric Larsen, dehors. Et qu'allez-vous faire? Vieillir. Depuis que je vous ai rencontré, je me sens des dispositions pour cela. Mais non, pas vous. Vieillir en paix, sans inquiétude, sans descendance. Beaucoup d'argent, rien à faire. Je vais devenir un imbécile complet, Éric Larsen, un imbécile heureux. Je ne crois plus en rien. Je n'attends plus de l'existence qu'une digestion facile et un sommeil profond. Le vide, Éric Larsen. Enfin, le vide, grâce à vous. Merci. Adieu. Larsen regarde l'obscurité qui désormais est tombée. Il frissonne. Il fait nuit, il fait froid. Adieu, Abel Snorko. Il tremble, il semble tout petit. Le bac lance encore son appel embrumé. Larsen sort. Une fois seul, Abel Snorko réfléchit, puis brusquement sort par la porte du fond. On entend 2 coups de feu. Silence. Et puis bruit de course. Larsen réapparaît. Cette fois-ci, il a un grand sourire, comme s'il se rappelle le comblait. Abel Snorko rentre, sombre, le fusil à la main. Il regarde Larsen sans rien dire. Larsen. Va falloir changer votre portail. Il est fusillé. Je voulais vous dire. Larsen. Oui. Snorko. Je vous écrirai. Rideau. Ça a très bien marché, ça aussi. Plus que ça. Alors, parle-nous un peu de Delon. Je crois que, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, Bernard Pivot avait fait son émission de rentrée Bouillon de culture à l'époque. Et maintenant, on se connaît bien avec Bernard, puisqu'on est ensemble au jury du Goncourt. Donc, on se voit au minimum une fois par mois, souvent plus. Mais à l'époque, voilà, lui, il aimait ce que je faisais, etc. Il m'avait consacré son émission de rentrée de Bouillon de culture, donc, qui était Éric Emmanuel Schmitt, ses stars, ses écrivains. Et j'avais composé l'émission comme je voulais.
Autant vous dire, j'avais 36 ans, je l'ai payé après, hein, en jalousie. Et donc, on avait fait une sublime émission avec Delon, avec Huster, apparaissait à l'écran Edwige Feuillère, Julien Green, enfin bon, il y avait tous les gens que j'aime. Et donc, au lendemain de cette émission, le standard du théâtre avait explosé. Et une semaine plus tard, on était quand même le 20 septembre, une semaine plus tard, toutes les places étaient vendues jusqu'au mois de janvier. Donc, c'était un truc de fou. Tu l'as écrit pour Delon ou tu l'as écrit comme ça Non, je ne peux pas écrire pour quelqu'un. C'est d'ailleurs un de mes défauts, parce que j'ai eu parfois des gens extraordinaires qui m'ont appelé pour travailler avec moi. Et j'aurais adoré travailler avec eux, Suzanne Flon, Michel Serrault. Et je ne sais pas écrire pour... il me viennent des histoires, et puis par contre, en écrivant l'histoire, je me dis ça serait bien pour... Voilà. Et en écrivant Variations énigmatiques, je me disais toujours ça serait bien pour Alain Delon. Et puis quand j'en ai parlé à Bernard Murat, il m'a dit mais il fera jamais de théâtre. Donc il a pas. Il en avait fait pourtant. Oui, mais 30 ans avant. Quel dommage qu'elle soit une putain. putain. Et Les yeux crevés de Jean Co. Oui, en 68, mais ça avait... ça n'a pas marché très bien. Non, mais surtout, les événements de 68 avaient interrompu... Oui, les mauvaises langues avaient dit que c'est lui qui avait créé les événements de 68 pour arrêter sa pièce. Mais... Delon peut tout. Non, et voilà, et il n'avait pas fait de théâtre depuis 30 ans. Et donc, il remettait sa couronne de géant du cinéma... en jeu s'il acceptait, et il a accepté. Moi, je lui ai envoyé la pièce le vendredi matin. Le vendredi soir, il m'appelait en me disant c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue. Je veux la jouer. Il faut que vous m'attendiez 1 an et demi, mais je veux la jouer. Et confiant, j'ai attendu 1 an et demi, alors que tout Paris me disait qu'il ne le ferait pas. Ouais. Mais j'avais tellement saisi la profondeur avec laquelle il avait perçu cette histoire. J'avais confiance. Laquelle de tes pièces a été jouée dans le plus de langues ? Est-ce que c'est Le Visiteur ? Non, je pense que c'est sans doute Variations énigmatiques, Petits crimes conjugaux, et puis alors évidemment ce texte un peu hybride, enfin pas hybride, pour moi il ne l'est pas du tout, qui est évidemment Oscar et la Dame Rose, qu'avait créé Daniel Darieux. Alors ça, c'est perpétuellement joué partout. Mais Ibrahim aussi, non ? Monsieur Ibrahim, oui, mais dans un pays comme la Pologne, on ne joue pas Monsieur Ibrahim. Je sais qu'il y a des Polonais au-dessus. Parce que c'est... Ouais. Mais non, parce que... Et puis alors, en plus, avec le gouvernement d'aujourd'hui, encore moins. Pas tous, pas forcément Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim, en Allemagne, c'est carrément un texte qui est au bac, qu'on apprend, etc. Mais pas partout. Alors qu'Oscar et la Dame Rose, c'est... absolument universel, c'est-à-dire au Japon, en Chine, voilà, partout. On va s'arrêter un instant sur un personnage extrêmement important pour toi, puisque tu as fait ta thèse de doctorat sur lui, Diderot, sur cette pièce qui s'appelle Le Libertin, qu'avait créé en 1997 à Montparnasse Bernard Murat, avec des gens formidables d'ailleurs, Bernard Giraudot, Christine Coindy, Claire Kem, etc. Claire Kem qu'on va retrouver d'ailleurs sous ta plume, dans le rôle de Madame Sacha Guitry, quelques 20 ans après. Ah, j'adore cette comédienne. Alors, en réalité, sur Diderot, tu as écrit un livre assez savant qui était, sauf erreur de ma part, ta thèse réécrite et reprise pour le grand public. Même pas. Oui. J'ai juste un peu modifié l'introduction. Oui, c'était mon doctorat, ma thèse de doctorat, Diderot ou la philosophie. Alors, moi, ça s'appelait Diderot et la métaphysique, mon doctorat. Et j'avais justement, effectivement, comme tu dis, changé un peu l'introduction et la conclusion pour justifier le titre que j'avais choisi, Diderot et la philosophie de la séduction. Bon. Alors, je vais encore te demander de faire un effort de lecture. Voilà. Et d'ailleurs, on va rester dans un climat qui n'est pas très éloigné de celui de La Nuit de Valogne, parce que ce Diderot il est tout en trop. Enfin, il est trop. Il est trop en tous sens, comme disait si admirablement Sacha Guitry de son père Lucien. Il disait que son père était trop. Bon. Oui. Et il en meurt. Et on reviendra à Guitry tout à l'heure. C'est quelqu'un que tu connais, que tu aimes bien. D'ailleurs, tu as des projets à son sujet. On en parlera peut-être. De toute façon, Guitry, c'est toujours et tout le temps et en permanence. Donc, Diderot,
c'est le plus grand vivant de son époque, en tout cas par la littérature. Et à un moment, tu lui fais s'entretenir, à plusieurs reprises d'ailleurs, avec une jeune personne, une femme assez séduisante, qui s'appelle Madame Terbouche, et dont le nom dit assez les qualités amoureuses, disons. C'était Christine Coindy. Oui, mais qui est un personnage qui existe. Tout à fait. À Berlin, vous trouverez les tableaux de Madame Terbouche. Parce qu'elle était une escroc. C'est-à-dire, elle s'introduisait chez les gens sous prétexte de leur faire leur portrait, et en fait, elle dérobait l'argenterie. Et donc, elle avait investi tout son gagne-pain sur la vanité des autres, ce qui est quelque chose d'assez sûr. Mais elle était une merveilleuse peintre. Il y a un autoportrait d'elle au musée de Berlin, où elle a un monocle et elle se peint elle-même, c'est absolument sublime. Madame Terbouche, Dorothea Terbouche. On sent une intelligence foudroyante, et n'exagérons pas les rapprochements, mais il y a un côté neveu de Rameau là-dedans. Là, oui. Oui, bah oui. Diderot, je vous attendais, je suis content de vous revoir. Madame Terbouche, je savais que ça vous ferait plaisir. Diderot, j'allais passer sur cette petite une envie furieuse que j'avais de... Madame Terbouche, de moi? Diderot, j'ai toujours rêvé de passer une nuit avec Néron. Il se sourit, mais aucun n'ose encore s'approcher de l'autre. Madame Terbouche, tout à l'heure devant vous, j'ai éprouvé une sensation nouvelle. Vous me regardiez tel que j'étais, avec tous mes défauts, toutes mes vilainies, et pourtant j'avais l'impression d'être belle. Comment faites-vous? Diderot, la fascination pour le beau crime. Je vous trouve irrésistible en escroc. Madame Terbouche, je me sens vraiment toute nue auprès de vous. J'ai le sentiment que je pourrais ranger mes armes, cesser la guerre des sexes. Cela ne m'encombre plus d'être une femme. Diderot, venez, c'est l'armistice. Elle s'approche, il lui vole un baiser, elle se laisse faire, puis s'échappe, un peu gênée. Oh, elle rougit. Madame Terbouche, je sais, c'est un peu ridicule d'avoir 18 ans à mon âge. Diderot, non, c'est charmant. Cette fois-ci, c'est elle qui lui vole un baiser, puis elle pose son manteau et s'assoit très simplement en face de lui. Maintenant, dites-moi, puisque nous sommes entre hommes, Diderot corrigeant, entre femmes. Bon, ça, c'est des échos de ce qui s'est passé avant. Madame Terbouche, qu'allez-vous prescrire dans votre article moral? Oui, parce que le sujet de la pièce, c'est Diderot doit écrire l'article moral de l'encyclopédie. Et parce que Rousseau s'est désisté. Et en fait, chaque fois qu'une femme entre, il change son article moral. Parce que selon que c'est son épouse, sa fille, sa maîtresse à venir, évidemment, il n'a pas les mêmes positions sur le mariage, etc. etc. Donc, qu'allez-vous prescrire dans votre article moral? Diderot, il ne paraîtra pas. Pour la morale dans ma vie, je me contenterai de bricoler. Bricoler en faisant le moins de mal possible aux autres et à moi-même. Bricoler au jugé, au toucher, en improvisant. Je ne produirai pas de philosophie morale. Je me limiterai au bon sens et à la bonne volonté, comme tout le monde. Je me demande si la sagesse, parfois, ne consiste pas à renoncer d'écrire. Madame Terbouche, vous êtes à croquer. Elle s'approche de lui, il joue celui qui ne comprend pas, afin d'attiser son désir. Diderot. Alors, quelle était l'idée qui vous a fait revenir? Madame Terbouche. Je suis revenu pour le tome 13. Pardon. Le tome 13 de l'encyclopédie. Celui où vous devez rédiger l'article volupté. Diderot fondant. Oh, elle est revenue pour le tome 13. Il la prend contre elle, elle s'abandonne. Madame Terbouche. Oh, ne vous exagérez pas ma science, je n'en sais pas plus qu'une femme. Diderot, vous avez raison. Mais c'est le genre d'article qui doit se concevoir à deux. Ils s'allongent l'un auprès de l'autre, la lumière baisse encore. Diderot. Alors, je dessine le programme. D'abord, nous allons faire l'amour toute la soirée, Madame Terbouche. Et après, Diderot. Nous allons faire l'amour tout le souper, Madame Terbouche. Et après, Diderot. Nous allons faire l'amour toute la nuit, Madame Terbouche. Et après, Diderot. Et au matin, nous ferons mieux encore, Madame Terbouche. Et quoi donc? Nous parlerons. Très jolie pièce. Il y a une phrase que j'adore dedans, c'est tout le long de la pièce, Diderot lui demande qu'est-ce qui éprouve le plus de plaisir quand un homme et une femme font l'amour. C'est vrai que c'est même une question qu'on s'est tous posée et dont personne n'a la réponse à part Tirésias.
Et à un moment, Madame Terbouche lui dit, quand vous vous grattez l'oreille avec le petit doigt, qui éprouve le plus de plaisir, l'oreille ou le petit doigt? Belmondo, après Delon. Frédéric ou le boulevard du crime. Marigny, septembre 98, mise en scène de Bernard Murat, de nouveau, avec Jean-Paul Belmondo, bien entendu, dans le rôle de Frédéric Lemaître, Micheline Dax, Philippe Corsan, Florence Darel, Jean Davy, Pierre Vernier, André Valardy, Urbain Cancelier, Bernard Valdeneige, Bernard Dumaine et Laurent Spielvogel, qui, sauf erreur, est présent dans cette salle. Voilà. Et oui, Laurent Spielvogel, acteur formidable. Et Frédéric Lemaître, bon, bien sûr. L'Auberge des Adrets, Les Enfants du Paradis, je crois que tout cela est familier à chacun d'entre nous. Et je vais vous lire avant que de te céder la parole, parce que tu vas après cela jouer un rôle au sens propre, puisqu'il va s'agir de Monsieur Ibrahim ou Les Fleurs du Coran, tu me vois venir. Voici ce que Frédéric expose au 14e tableau à propos de ce métier, si on peut dire, oui, enfin cette profession, cet exercice, cette dilection, cette chose magnifique qu'est le métier de comédien. On prête les pires défauts aux comédiens. On nous dit fourbe, hypocrite, menteur, intéressé, avare, flatteur, cruel. On nous attribue autant de vices que de feuilles à une frisée. Je voudrais rétablir la vérité. On a raison. Nous ne sommes pas des hommes, mais des pantins, des simulacres d'hommes. Lorsqu'on nous voit agir, nous suivons les indications du régisseur. Lorsqu'on nous entend parler, nous récitons les phrases de l'auteur. Lorsqu'on nous blesse, nous ne saignons pas. Lorsqu'on nous tue, nous ne mourrons pas. Si l'on nous dit « je t'aime », nous préparons notre prochaine réplique. Et quand nous le disons à notre tour, nous tendons l'oreille vers l'éventuel applaudissement. Une âme de comédien, mais qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? Un courant d'air, un souffle froid, qui va se réfugier dans des habits d'emprunt et qui, sitôt qu'il en est délogé, court vite parasiter un autre costume. Pourquoi? C'est que ça n'est pas sûr d'exister, un comédien. C'est un bipède frappé d'une sorte d'infirmité originelle, l'inconsistance. Certains d'entre vous se pincent parfois dans la journée pour vérifier qu'ils sont bien éveillés. Eh bien, notre pinceau à nous, c'est la gloire. Est-ce que j'existe? Pour m'en assurer, il faut qu'on m'applaudisse. On m'acclame donc je suis. La gloire, il nous faut cette douleur, cette course loin de soi, cette envie frénétique de transformer l'univers entier en un miroir labyrinthique qui atteste de notre existence. Oui, tout l'univers comme un placard d'affiches où s'étale notre nom en gros, au-dessus d'un titre. Mesdames et messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Non, nous ne sommes pas recommandables. Pendant des siècles, l'Église nous refusait ses sacrements. Elle savait ce qu'elle faisait. Les fossoyeurs nous enterraient à part. Ils prenaient de bonnes précautions. Un homme normal va tenter d'être lui-même. Nous nous efforçons d'être les autres. Aimer un comédien, c'est aimer qui? Personne et tout le monde. Un destin de fille à soldat. Je précise que c'est le personnage qui dit ça parce qu'il est en train de, justement, pour qu'une femme ose prendre son indépendance et le quitte, il est en train d'accabler le comédien qu'il est et les comédiens. Ce n'est pas fondamentalement ce que je pense, même s'il y a quelques phrases avec lesquelles je serais d'accord. Voilà. Alors on va s'arrêter un petit peu longuement sur Ibrahim, créé par Bruno Abraham Kremer en 2001, qui a eu beaucoup d'interprètes depuis, dont un certain Éric Emmanuel Schmitt. Tu as remplacé Francis Lalanne, qui était indisposé ou indisponible. Je suis un acteur de remplacement. Voilà. Et puis, tu as commencé à interpréter le rôle principal il y a 3 ans, chose comme ça. Hein, oui, peut-être même 4. Oui. Bon. On sait bien sûr que la pièce a donné lieu à un film. De François Duperron. Qui nous a quittés bientôt, d'ailleurs, et qui était un garçon très talentueux, à la fois comme écrivain et comme metteur en scène. C'est-à-dire qu'Omar Sharif est mort et un an après, François est mort aussi. Alors, j'avais évidemment prévu dans ce long monologue d'isoler tel ou tel passage, mais j'aimerais mieux te demander, si tu y consens, de nous dire, puisque tu as joué maintes fois Monsieur Ibrahim ou Les Fleurs du Coran. Oui, mais dire et jouer, c'est pas pareil. Hein.
Et tu vas savoir le faire très bien. Nous ne sommes pas inquiets. Donc, tu as tout loisir, soit le début, soit ce que tu veux, mais on a envie de t'entendre. Nous avons tous, et je ne suis pas le seul ici, nous avons tous envie de t'entendre dans cette nouvelle acception de ton métier, puisque il était effectivement temps que tu prennes la parole, et tu l'as fait, pas seulement d'ailleurs pour ça, tu l'as fait avec Madame Pietra Gala, il n'y a pas très longtemps, Oui, dans aussi. ton théâtre, au Théâtre Rive Gauche. Et je voudrais qu'on revienne à M. Ibrahim ou les Fleurs du Coran, qui est évidemment un texte, sinon universel, mais en tout cas universaliste. Bah, alors, je vais faire le début, peut-être, si tu veux. Parce que je ne sais pas quoi faire. Non, mais en plus, jouer, c'est tellement autre chose. Oui, c'est vrai. Non, mais et puis je te prends au débeauté, et puis bon, mais on est entre amis, et Bon. voilà. Puis nous sommes d'une grande indulgence. À 13 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. Mon cochon, c'était une tirelire en porcelaine vernie couleur de vomi, avec une fente qui permettait à la pièce d'entrer mais pas de sortir. Mon père l'avait acheté, cette tirelire à sens unique, parce qu'elle correspondait à sa conception de la vie. L'argent est fait pour être gardé, pas dépensé. Il y avait 200 francs dans les entrailles du cochon. 4 mois de travail. Ouais. Un matin, avant que je ne parte au collège, mon père m'avait dit « Moïse, il manque de l'argent dans le tiroir du buffet. Désormais, tu inscriras sur le cahier de la cuisine tout ce que tu dépenses lorsque tu fais les courses. » Donc, c'était pas suffisant de me faire engueuler à l'école comme à la maison, de torchonner, de cuisiner, d'étudier, de trimballer les commissions, de préparer les repas, non. Pas suffisant de vivre seul dans un grand appartement noir, vide et sans amour. Pas suffisant d'être l'esclave plutôt que le fils d'un avocat sans affaires et sans femme. Fallait aussi que je passe pour un voleur. Puisque j'étais déjà soupçonné de voler, autant le faire. Il y avait 200 francs dans les entrailles de cochon. 200 francs, c'était le prix d'une fille, rue de Paradis. C'était le prix de l'âge d'homme. Les premières, elles m'ont demandé ma carte d'identité. Et malgré ma voix, malgré mon poids, j'étais gros comme un sac de sucreries. Elles doutaient des 16 ans que j'annonçais. Elles avaient dû me voir passer toutes ces dernières années accrochées à mon filet de légumes. Au fond de la rue, sous le porche, il y avait une nouvelle. Elle était ronde, belle comme un dessin. Je lui ai montré mon argent. Elle a souri. « T'as 16 ans, toi. »« Ben oui. »« Ben ouais. Depuis ce matin. » Et on est monté. J'y croyais à peine. C'était une vieille. Elle avait 22 ans. Et elle était toute pour moi. Alors au début, bien sûr, elle m'a expliqué comment on se lavait et comment on devait faire l'amour. Bon, évidemment, je savais déjà, mais je la laissais dire pour qu'elle se sente à l'aise. Puis j'aimais bien sa voix. Un peu boudeuse, un peu chagrinée. Tout le long, j'ai failli m'évanouir. À la fin, elle m'a caressé la joue gentiment et elle a dit « Ben, faudra revenir et me faire un petit cadeau. » Ah, ça a presque gâché ma joie. J'avais oublié le petit cadeau. Ça y est, j'étais un homme, j'avais été baptisé entre les cuisses d'une femme. Je tenais à peine sur mes pieds tant mes jambes tremblaient encore et les ennuis commençaient. J'avais oublié le fameux petit cadeau. J'ai couru dardard jusqu'à l'appartement. J'ai regardé dans ma chambre autour de moi ce que je pouvais offrir de plus précieux. Puis je suis retourné rue de Paradis. Ouf, la fille était toujours sous le porche. Je lui ai donné mon ours en peluche. Parle-nous de M. Ibrahim. Si tu vérifies le texte, je me suis trompé plusieurs fois. Non, il y a une chose étonnante. C'est le deuxième mot. Tu as dit « à 13 ans, j'ai cassé mon cochon ». Oui. Dans le texte, il y a « à 11 ans, j'ai Oui. cassé mon cochon Oui. ». Que dois-je comprendre? Là, je trouve que c'est... J'ai changé d'édition en édition, en fait. Bah, en fait, moi, je connais des gens qui ont commencé... rien. Non, mais je connais des gens qui ont commencé leur vie sexuelle à 13 ans. En fait, je sais pas. Moi, quand je suis sur scène, j'ai du mal à évoquer avec mon corps quelqu'un de 11 ans. Donc, 13 ans déjà. Moi, de 13 ans, j'avais ma taille. Voilà. À défaut de vivre autant de choses que Momo qui raconte cette histoire. Bien sûr. C'est un monologue, hein? Oui, je l'ai écrit pour la scène. Alors, justement, revenons à cet aspect pratique qui nous intéresse tellement ici, qui est
le how-to, comment vous faites, vous, les auteurs dramatiques, comment matériellement vous travaillez. C'est tout à fait intéressant. D'où vient cette idée et qu'est-ce qui fait que tu décides d'écrire non pas une pièce classique avec des répliques et des personnages, mais bel et bien un monologue? J'avais rencontré un comédien dont j'appréciais le travail qui s'appelle Bruno Abraham Kremer. Voilà. Il avait fait un spectacle sur le golem qui m'avait beaucoup plu parce qu'il parlait de l'invisible et du spirituel sur scène. Donc on s'était rencontrés et on s'était rendu compte qu'on avait ça en commun. Lui, évidemment, connaissait le visiteur. Et le théâtre de Vidy-Lausanne, qui était à l'époque dirigé par Gonzalez, qui était un directeur de théâtre absolument formidable, le théâtre de Vidy-Lausanne nous a commandé un spectacle sur le sujet qu'on voulait, à condition qu'on soit qu'on touche le domaine spirituel. Et j'écris donc à Bruno Abraham Kremer un premier texte qui est Milarepa. Ouais. Voilà. Et une fois que j'écris Milarepa, donc on le crée à Vidy-Lausanne, etc. Et je me souviens, j'ai fait des interviews évidemment à la radio et à la télé suisse. Et je me souviens d'une longue interview sur la chaîne culturelle suisse. Et on finit l'interview et à la fin, le journaliste me dit naturellement, vous êtes bouddhiste. Et je lui dis non, je ne suis pas bouddhiste. Il me dit alors pourquoi vous avez écrit un texte entier sur Milarepa, qui est un moine tibétain du 9e siècle? Pourquoi vous avez écrit un texte sur le bouddhisme si vous n'êtes pas bouddhiste? Donc moi je le regarde, je lui dis pourquoi il faut être noir pour être antiraciste? Et là j'ai l'idée de ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, c'est vrai que la plupart des discours sur les spiritualités sont des discours prosélytes. Hein, c'est-à-dire pour convaincre les gens ou pour les dégoûter, le contraire. Mais c'est toujours... je vous invite à venir dans cette religion ou je vous invite à la repousser. Et or, moi, mon intérêt était humaniste. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui fait battre le cœur des hommes et comment ils interprètent le monde. Et donc, pour moi, les spiritualités sont des fournisseurs de sens. Parce que nos vies sont faites de visibles, mais aussi d'invisibles. Ce qui est visible, ce sont les choses, les objets, les êtres. Mais ce qui est invisible, c'est le sens des choses, des objets, des êtres et des situations. Donc, nous vivons dans l'invisible. Et les grands fournisseurs d'invisibles, ce sont les spiritualités, la plupart du temps, et la philosophie. Et donc, je me suis dit, tiens... j'emprunte comme projet d'écrire des histoires qui vont traiter de différentes spiritualités. Et donc, avec Bruno Abraham Kremer, on s'est mis d'accord que le deuxième spectacle serait un spectacle sur le soufisme, parce que nous avions tous les deux une passion pour Rumi, le poète persan, et une fascination aussi pour cette lecture très libre du Coran, et cette façon aussi de prier en dansant, comme ce que font les derviches, etc. Et donc voilà, donc on a beaucoup parlé avec Bruno. Il y a des éléments d'ailleurs dans le texte qui sont complètement des éléments de sa biographie à lui. Il y a des éléments qui sont de ma biographie à moi. Bien sûr, l'imagination, c'est une recycleuse. Et puis j'ai écrit ce texte que j'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça fait à peu près 20 ans qu'on m'interroge toujours sur ce titre. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il... Il dit tout le long de la pièce, je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Et à la fin, Momo va enfin recevoir le Coran de M. Ibrahim et va voir que dans son Coran, il y a des fleurs séchées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la lecture qui fait le livre. Ce qui fait la valeur de la spiritualité de M. Ibrahim, c'est la lecture, c'est la lecture qu'il a fait du Coran, ce qu'il y a déposé. Car on sait très bien que les grands textes sacrés sont porteurs de messages divers, qu'on prenne l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec l'Apocalypse et le Coran, il y a autant d'appels au meurtre que d'appels à la paix. C'est la lecture qui va faire la hauteur du livre ou la bassesse du livre. C'est la lecture qui fait le livre. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, je le disais d'une manière poétique, M. Ibrahim et les fleurs du Coran. C'est-à-dire, ce qui fait la valeur de son Coran, c'est la façon dont il l'a lu, car j'aime la lecture des soufis et la spiritualité soufie et la mystique, soyons clairs, soufie. Autrement dit, quand tu prends la plume pour écrire Milarepa, puis M. Ibrahim, puis Oscar et la Dame Rose, on est dans une trilogie concertée,
Ah oui, 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 oui. Tu sais que tu vas dans 3 directions, avec d'ailleurs des modalités dramaturgiques très différentes. En Complètement, oui, oui. Milarepa est un texte plus, entre guillemets, littéraire, Mhm. que je revendique totalement, mais je, 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 je sentais que ce n'était pas tout à fait ça. Et tout d'un coup, ce ton qu'on vient d'entendre de Monsieur Ibrahim, c'est-à-dire j'ose la langue parlée, totalement, etc., je l'ai trouvé avec Monsieur Ibrahim. Et donc, ça a encore été plus facile de faire Oscar à la Dame Rose, où c'est un enfant de 10 ans qui s'exprime. Parce que j'avais. Moi, je dis toujours, surtout quand on est au Goncourt, aux réunions du Goncourt, où on parle des différents écrivains, et parfois on dit ah, mais vous savez, machin, il est normalien. Alors tout le monde se tourne vers moi, puisque je suis normalien. Et je réponds toujours non, mais c'est pas tout de rentrer un normal sup, il faut savoir en sortir. C'est-à-dire que, voilà. C'était Giraudoux qui disait, ça va nous faire rire aujourd'hui, tu vas être d'accord avec moi. Giraudoux disait dans les années 30, le problème en France, c'est que quand un homme prend la plume, c'est un lettré qui prend la plume et pas forcément un écrivain. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Hein. Soyons clairs, on manque de lettrés. Moi, quand je lis ce que je lis, je me dis qu'il n'y a pas franchement une culture littéraire qui précède ce qu'on lit. Tu es trop gentil pour me dire oui. Mais moi, j'avais ce problème. J'avais ce problème, c'est-à-dire que j'arrivais d'un monde de lettrés, et donc pour oser la parole et la parlure, comme dirait Proust, de Momo qui raconte Monsieur Ibrahim ou de Oscar, il m'a fallu un certain temps. Et le théâtre m'a décoincé, parce que le théâtre exige que le personnage parle juste. Milarepa, c'est une invocation, une évocation. Ibrahim, c'est un soliloque. Oscar et la Dame Rose, c'est un roman par lettres, ou une pièce par lettres, si Oui. je puis dire. Oui. Il y a de ça. Oui, ce sont les lettres que cet enfant écrit à Dieu, auquel il ne croit pas. Il est malade, il faut dire. Oscar est à 10 ans, il est malade, il est à l'hôpital, il a une leucémie, et il sait que... Il a surpris des discussions, il sait que c'est fini. Et ses parents, accablés par la nouvelle, se sont enfuis, entre guillemets. Enfin, et donc cet enfant souffre pas tant dans son corps, même s'il est faible, mais il souffre de solitude parce que ses parents ne voient plus qu'un malade en lui et non plus un enfant. Ils ne voient plus Oscar, ils voient un malade du cancer. Et puis les médecins voient un échec thérapeutique en lui et non pas un être vivant. Et donc il n'y a qu'une bénévole, une dame rose, qu'il appelle Mamie Rose, qui lui parle, qui ose parler avec lui de tout, et donc de ce qui arrive, c'est-à-dire de la vie qui s'en va. Elle est très drôle, elle est insolente, elle se fait passer pour une ancienne catcheuse. Et elle lui raconte ses grands combats, qui sont à chaque fois des petites fables qui permettent à l'enfant de comprendre des choses de la vie. Et voilà. Darieux. Ah, ça, je crois que c'est mon plus beau souvenir d'interprète. Que les autres m'excusent. Danielle Darieux, c'est de la lumière. C'est de la lumière pure. Quand elle jouait Oscar et la Dame Rose, c'était du Mozart, quoi. C'était une lumière pure. Moi, j'étais allé vers elle parce que, justement, comme l'histoire... j'ai pas écrit un texte pathétique. J'ai écrit un texte qui parle d'une façon, j'espère, poétique et lumineuse de choses graves. Mais je voulais surtout pas une actrice pathétique. Par exemple, il y avait une actrice que j'adorais, et parfois on se parlait parce qu'on aurait adoré travailler ensemble, c'était Annie Girardot. Mais Annie Girardot, elle vous faisait pleurer en lisant Le Bottin. Donc moi, je voulais le contraire. Et Darieux, ça me semblait le contraire. Et effectivement, c'était le contraire. Daniel, c'était l'humour et la joie de vivre qui surplombent le désespoir qu'elle connaissait très bien et le drame qu'elle connaissait très bien. Il y a une élégance vitale absolument extraordinaire. Et donc, j'ai envoyé le texte à Danielle Darieux, et elle m'appelle pour me dire, très vite, tout de suite, elle m'appelle pour me dire, je ne pourrai jamais faire ce texte sur scène parce que je vais pleurer. Je vais pleurer tout le temps, c'est tellement émouvant, j'ai tellement pleuré en le lisant. Il faut dire aussi que Danielle avait perdu son fils. Donc forcément elle projetait quelque chose aussi à travers l'histoire de cet enfant qui disparaît.
Et puis elle me dit, puis quel est le petit garçon extraordinaire que vous allez mettre en face de moi pour jouer la Dame Rose? Je dis, non, non, Daniel, vous n'avez pas compris. C'est vous qui serez l'enfant. Et c'est vous qui jouerez l'enfant, et c'est pour ça que vous ne pleurerez pas. Parce qu'il ne pleure pas. Et donc elle me dit, laissez-moi 2 heures. 45 minutes plus tard, elle m'appelait en me disant, j'ai tout compris, je le fais, c'est merveilleux. Et elle a donc créé ce texte. C'était une mise en scène de Christophe Lidon. Et elle a enfin eu le Molière de la meilleure comédienne. Ce soir-là, je crois que j'étais plus fier que pour mes Molières à moi. Tellement j'étais touché par... Daniel avait le don de l'évidence. Vous savez, souvent, les grands acteurs, ils vous disent la phrase comme ça. Vous dites, ah, c'est vachement intéressant comment il l'a dit. Elle la disait, c'était péremptoire. On ne pouvait pas penser qu'on pouvait le dire d'une autre façon. C'était complètement naturel. Ça sortait du personnage. C'était juste. C'était d'une justesse absolue. Et en même temps, toujours cette lumière. J'aimerais que tu nous lises la dernière lettre qui constitue ce volume. Autrement dit, que tu substitues à Danielle Darieux, qui a 85 ans quand elle crée le rôle. Oui. Mais il faut que tu nous lises ça. Vous vous rendez compte aussi, faire un seul en scène, son premier seul en scène à 86 ans. Et a joué tous les personnages. Ouais. C'est Darieux. Et quelques années après, quand on s'appelait, elle me disait, je le sais toujours. C'est costaud là ce que tu me demandes. Hein? Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours Dame Rose, mais je ne serai plus Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin, pendant la demi-heure où ses parents et moi nous sommes allés prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner, comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui en fait qui veillait sur nous. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Il faut que je garde encore mes larmes pour moi jusqu'à ce soir, parce que je ne veux pas comparer ma peine à celle insurmontable de ses parents. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle, j'inventais des légendes, je m'y connaissais même en catch. Grâce à lui, j'ai ri et j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Je suis pleine d'amour, ça me brûle. Il m'en a donné pour toutes les années à venir. À bientôt, Mamie Rose. Post-scriptum. Les 3 derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que cela te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ». Nous allons terminer sur une note d'une autre nature, plus enlevée, avec un couple que tu aimes infiniment, qui est celui formé par Yvonne Printemps et par Sacha Guitry. La pièce s'appelle The Guitrys et tu l'as créée dans ton théâtre, le Théâtre Rive Gauche, en janvier 2014, dans une mise en scène de quelqu'un qui t'accompagne depuis pratiquement que tu as racheté le théâtre, qui est Steph Suissa, avec des lumières de Jacques Rouvérolis. Non, oui, si, bien sûr que si. Des costumes de Pascal Bordet et à nouveau des acteurs que tu aimes infiniment, Claire Kem, donc, alias Yvonne Printemps, Martin Lamotte, Sylvain Catan, etc. Et là, je vais lire, moi, une scène qui est située typiquement, on peut le dire, dans l'univers de Sacha et d'Yvonne. Autrement dit, elle est située sur un plateau, puisque nul n'ignore que la vie privée d'Yvonne Printemps et de Sacha Guitry, pour agiter qu'elle ait pu être, se poursuivait sur le plateau exactement comme elle se poursuivait dans le boudoir, dans la salle à manger, dans la chambre à coucher ou dans la rue d'ailleurs, tout simplement. Autrement dit, cette confusion permanente entre le réel et l'imaginé, qui illustre exactement les propos de Frédéric Lemaître, tels qu'on les a lus tout à l'heure à l'occasion de l'évocation de cette pièce, tout ceci n'est pas une figuration. C'est le génie absolu de Sacha Guitry, le génie littéraire de Guitry, et on va y venir puisque tu
tu t'y intéresses et tu n'as jamais cessé de t'y intéresser. Et si tu veux bien, tu nous parleras de ce que tu entends faire à son sujet. Mais Printemps, qui n'était pas écrivain, elle savait ce que c'était que de mettre en scène sa propre existence, pour le coup, avec tous les excès que ça suppose. Ils sont donc en scène, ils ont quitté le plateau, on les applaudit. Yvonne et Sacha, seuls sur le plateau du théâtre de la Madeleine, saluent le public à la fin d'une pièce. Les rappels se multiplient, rythmés par le rideau qui s'ouvre et se ferme. Ils sourient, miment l'idylle dès que les spectateurs les voient et s'engueulent dès que le velours les isole. Sacha Guitry entre ses dents. Qui t'envoie ces tonnes de roses depuis une semaine? Dieu. Tu mens. Le pape. Tu en serais capable. Oui, mais pas lui. Le rideau s'écarte. Il salue, rayonnant. Le rideau se ferme. Où étais-tu cet après-midi? Tu m'ennuies. Yvonne, tu crois que je n'entends pas ce qu'on dit sur toi? Mais qu'est-ce qu'on dit? Les gens sont tellement méchants qu'ils me permettent d'être riche, pas d'être heureuse. On m'appelle le cocu effréné. Oh, je croyais que tu allais me parler de moi, mais comme d'habitude, tu ne parles que de toi. Le rideau s'écarte, il salue rayonnant, le rideau se referme. Parce que tu te figures que je n'ai pas vu le petit jeu que tu mènes avec ta lyonnaise. Ma lyonnaise? Jacqueline de Lubac? Ah, c'est ça, entête-toi à me trouver coupable pour effacer ta culpabilité. Moi, coupable? Je ne me considérerai jamais responsable des sottises qui pullulent dans ta tête. Comment oses-tu manifester de la jalousie, toi? La jalousie, ça va avec l'amour, c'est un lot. Faux. Tu es volage par tempérament et jalouse par vanité. Je ne vois pas d'amour là-dedans. J'en ai marre, je veux divorcer. Le rideau s'écarte, il salue, rayonnant, le rideau se referme. Yvonne, je veux divorcer. Sauvons les apparences, Yvonne, c'est notre couple qu'ils applaudissent. Pour les apparences, je suis d'accord, mais je veux le divorce. Mais enfin, que vas-tu devenir? Ne te fais pas de soucis pour moi. Tu ne peux plus te réfréner, même tes amants sont cocus. Le rideau s'écarte, il salue, rayonnant, le rideau se ferme. Tu veux partir avec Pierre Freinet, cet Alsacien, ce protestant. C'est un bon acteur, certes, mais pas seulement. Yvonne, oh ça suffit. Et toi, pourquoi m'humilies-tu en courtisant cette lyonnaise? Il faut bien que je feigne de me lasser de toi afin de pouvoir plus tard faire semblant de ne pas te regretter. Yvonne vacille sous la détresse élégante que révèle cette phrase et puis elle se ressaisit. Ah, toi, tu es plus grisé par les mots que tu prononces que par ceux que tu écoutes. Le rideau s'écarte, il salue, rayonnant. Au baisser du rideau, Yvonne s'éclipse. Adieu. Mais Yvonne, Pierre m'attend. Yvonne. Le rideau se rouvre. Sacha salue seul, donnant le change, mais un peu triste, un peu perdu. Extrême vraisemblance. Oui. Ben, j'ai essayé de savoir ce qu'on pouvait savoir sur ce couple incroyable. Et oui. En fait, c'est une pièce hommage ou une pièce pastiche, c'est-à-dire j'ai essayé d'écrire l'histoire d'amour de Sacha Guitry et d'Yvonne Printemps comme l'aurait écrite Guitry. Donc j'ai essayé d'écrire la pièce de Guitry que Guitry n'a pas écrite, c'est-à-dire celle sur sa vie. C'est ça qui m'a beaucoup amusé. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du goût des pastiches. Ouais. Voilà, j'adore emprunter l'écriture de quelqu'un, mais c'est toujours un hommage. Je l'ai fait avec Georges et Georges aussi, la pièce que j'ai faite sur Feydeau, qui est un hommage à Georges et Georges, à Feydeau. Mais d'ailleurs, tu n'hésites pas à citer tes sources. Sacha, tu remarqueras que pour l'harmonie de notre couple, je fais des concessions. D'ailleurs, au sujet de concessions, j'en ai pris une pour ta mère, comme tu me l'as demandé. Mais de quoi parles-tu? Une concession au cimetière à Montparnasse. Tu ne me remercies pas naturellement. Si, je te remercie. Merci, prince, merci. Bon, alors, il radine les Wilmetz, Albert Wilmetz, grand auteur de chansons, de lyrics, de revues, etc., ami intimissime de Sacha. Ça me dégoûte d'être à l'heure. Ah, de temps en temps, tu m'agaces tellement que j'aurais envie de m'y reposer déjà au cimetière. Sacha, j'imagine très bien. Sur ta tombe, on écrira « Enfin froide ». Yvonne, et sur la tienne, « Enfin raide ». Bon alors, on va finir avec Guitry parce que c'est comme ça.
Oui, en ce moment, je suis en train de mettre en scène l'unique roman, vous savez, de Guitry, Les Mémoires d'un tricheur. Chef-d'œuvre s'il en fut. Exactement, dont il avait fait un film qui s'appelle Le Roman d'un tricheur, film qui lui a valu d'échapper à la condamnation de la nouvelle vague, puisque Truffaut et tant d'autres étaient assez émerveillés devant l'insolence et l'invention de Guitry, qui faisait pas du tout du théâtre filmé, qui faisait vraiment du cinéma avec le même esprit de gosse et d'invention qu'il écrivait des pièces. Mais Le Roman d'un tricheur est un film dans lequel il n'y a pas de dialogue, C'est ça. sauf celui tenu par la grande, l'immense Marguerite Moreno. Exactement. C'est un monologue de Guitry et tous les personnages sont muets. C'est lui qui parle pour eux. Bon, ça ressemble assez à du Guitry. Sauf évidemment Marguerite Moreno qui vient jouer la vieille comtesse. Et donc j'ai fait une adaptation pour 2 personnages. Donc le personnage du narrateur et puis un autre acteur, Sylvain Catan, qui avait déjà joué dans The Guitry, un acteur que j'adore, qui va jouer absolument tous les rôles, féminin, masculin, et ça va devenir... C'est une partie du spectacle, le fait qu'il joue tous les rôles. Et donc on va créer ça le C'est toi qui vas jouer Guitry? Ah non. Comment? Je remplacerai. Oui. Non, c'est Olivier Lejeune, oui, qui a tout à fait le style de ça, qui va créer le personnage, et donc et Sylvain Catan. Moi, j'ai adapté et je mets en scène. Et je commencerai d'ailleurs par un générique à la Guitry. Donc, parce que vraiment, j'adore ces génériques. Et donc là, pour une fois, bien qu'on soit dans une pièce de théâtre, sera projeté sur un écran avant, un générique à la Guitry sur toute notre équipe à nous. Voilà. Où on voit Guitry dire « Et maintenant arrive dans cette voiture, lourdement chargée, l'adaptateur de la pièce, je sors de la voiture. Le metteur en scène de la pièce, je sors de la voiture. Et le directeur du théâtre, et je sors de la voiture. Et oui, Eric Emmanuel Schmitt, tous les 3. » Voilà. Donc voilà, on s'est amusé dès qu'on dit Guitry, ça y est, la fantaisie s'allume. Et voilà. Et donc, on commence ça le 27 janvier. Et avant, commence une pièce qui s'appelle à 21h, parce que Les Mémoires d'un tricheur sera à 19h. Une pièce qui s'appelle, à partir du 16 ou du 17, qui s'appelle Deux mensonges, une vérité, qui est une pièce qu'a écrite le fils de Jean Poiret, qui me fait croire que le talent est héréditaire, parce que franchement, sa pièce est formidable. Il l'a écrite avec Sébastien Blanc, et donc nous commençons cette pièce la semaine prochaine. Je sors du filage, un filage rassurant. Voilà. Et bien, tout de suite. Et ben voilà. Et ben voilà. On va boire un verre et encore une fois, les pièces d'Éric Emmanuel sont à votre disposition à l'étage au-dessus. À tout de suite.